cas, on aura une acidose et c'est-à-dire à la phase de l'acidocétose diabétique, on trouvera d'autres signes qui sont plus sévères. Donc d'abord, ces corps cétoniques agissent au niveau digestif pour provoquer la contraction des muscles digestifs et dans l'intérêt du bon Dieu, comme le bon Dieu a bien fait les choses, que ce soit à l'état physiologique ou à l'état pathologique, donc il essaye toujours de sauver le corps de l'être humain du produit toxique. Et donc ces corps cétoniques qui sont toxiques sont utilisés également pour se défendre. Et donc, qu'est-ce qu'ils provoquent? Ils provoquent le péristaltisme digestif et gastrique pour éliminer les corps cétoniques par voie digestive, que ce soit par les vomissements ou par la diarrhée, mais beaucoup plus par les vomissements. Et du coup, on trouve des douleurs abdominales très atroces. Ça donne un tableau pseudo-chirurgical. Il y a même des malades qui ont été opérés à tort devant un tableau d'acidocétose. Voilà, donc il faut vraiment, devant un tableau de douleur abdominale atroce, la première des choses, donc il faut prendre la glycémie et la chimie avant d'opérer le malade. Donc il faut rechercher d'abord un diabète parce que l'acidocétose donne des douleurs très atroces. Elle donne un abdomen pseudo-chirurgical. Pourquoi? Parce qu'il y a le péristaltisme provoqué par les corps cétoniques et il y a des fois l'hypocalémie qui donne un iléus paralytique et les chirurgiens, quand ils font l'aspect, ils trouvent l'iléus paralytique et des douleurs atroces. Ils opèrent les malades à tort et ils trouvent, même s'ils trouvent des hyperglycémies, peut-être c'est une hyperglycémie de stress et donc ils ne font pas attention à ça. Attention, tableau pseudo-chirurgical, pensez à l'acidocétose diabétique. Donc également, si vous avez juste des douleurs abdominales, des hydratations avec des douleurs abdominales, des vomissements chez un petit nourrisson, donc attention, il faut rechercher un diabète. Donc voilà, donc vous trouvez également les signes de déshydratation extracellulaire. Donc voilà, donc les plis cutanés, les yeux excavés et tout, mais des fois on trouve également les signes de déshydratation intracellulaire avec la langue qui est très sèche. Donc si vous trouvez la langue sèche, il faut savoir que l'enfant présente également une déshydratation intracellulaire. Voilà, et pourquoi cette déshydratation? Parce que l'organisme essaie d'éliminer ces corps toxiques par voie urinaire et du coup, il se déshydrate. Donc, pour les signes respiratoires, donc l'accumulation de ces produits toxiques au niveau sanguin stimule les centres respiratoires pour dégager ces corps cétoniques par voie aérienne et ça déclenche la respiration profonde et ample, comme je vous ai expliqué la dernière fois, c'est la respiration du kismol pour éliminer le maximum du produit toxique par voie aérienne et c'est pour ça qu'on trouve l'odeur cétonique de la laine, c'est l'odeur par exemple d'une pomme fermentée. Voilà, ça donne une odeur un peu particulière. C'est comme une pomme fermentée et voilà, et avec une respiration qui est ample. On peut avoir une fréquence respiratoire normale, voire inférieure à la normale, mais c'est le type de la respiration qui n'est pas normal. Donc, ça, c'est pour la respiration. Donc, sur le plan digestif, urinaire et respiratoire sont des moyens de défense. Et quand ces moyens de défense n'arrivent pas à éliminer les corps cétoniques, il s'accumule au niveau du système nerveux central et ça donne des troubles neurologiques. Donc, les troubles neurologiques sont en rapport avec la toxicité par ces produits toxiques et ça donne d'abord des céphalées, des vertiges et à des stades plus ou moins tardifs, on trouve les situations de somnolence, obnubilation, voire un coma. La différence entre le coma des acidocétoses diabétiques et les comas hypoglycémiques, c'est que dans ce cas, le coma, il est calme. Pourquoi? Parce que c'est-à-dire, je vous ai dit que le système nerveux central, il ne dépend pas de l'insuline. Donc, le passage de glucose au niveau du système nerveux central se fait en fonction de gradient de concentration. Et en cas d'acidocétose, on a une hyperglycémie. Donc, le glucose, il passe correctement au niveau cérébral et donc, il n'y a pas de souffrance cérébrale, il n'y a pas d'agitation. Par contre, en cas d'hypoglycémie,
Donc, il y a une diminution de la glycémie. Donc, le glucose, il ne peut pas passer en intracellulaire parce que le gradient de concentration ne lui permet pas. Et du coup, la cellule cérébrale souffre. Et elle souffre pourquoi? Parce que il n'y a pas de glucose et donc il n'y a pas de glycolyse et donc il n'y a pas d'ATP, il n'y a pas d'énergie. Et donc, il y a une souffrance qui se manifeste par une agitation inexpliquée, puis à un stade plus ou moins tardif, par des convulsions et voire par des comas, un tableau de coma agité. Par contre, en cas d'acidocétose, le glucose passe correctement, il n'a pas besoin de l'insuline, donc la glycolyse, elle se fait correctement, donc il y a un coma qui est en rapport, pas en rapport avec le défaut de glucose ou là, le défaut de l'énergie, il est en rapport avec l'accumulation des produits toxiques. Donc, vous trouvez un coma, mais d'autres genres, un coma qui est calme, avec odeur anormale, avec respiration de Kussmaul, avec une déshydratation, avec des troubles digestifs, vomissements et des douleurs abdominales. Quoique, dans certaines situations très rares, on peut avoir un coma agité chez les malades en acidocétose. Est-ce que vous pouvez me donner quelques pourquoi? Je vous pose la question pourquoi pour voir est-ce que vous pouvez donner quelques explications. Pourquoi on peut avoir un coma agité chez un malade en acidocétose malgré que le passage de glucose peut se faire sans besoin de l'insuline? Voilà, je ne sais pas, aucune idée. Diminution de la pénétration du glucose au niveau cellulaire, non, ça passe sans problème. Ça passe, le glucose, il a besoin, au niveau cérébral, il a besoin juste d'un gradient de concentration, c'est tout. C'est quoi la question? Tu as fait une petite absence. Donc, pourquoi on peut avoir un coma agité chez un malade en acidocétose? À l'état normal, le coma, il est calme parce que le glucose, il passe sans problème. Mais du coup, on peut avoir un coma agité, mais pourquoi? Alors, association à d'autres maladies de système, non. Hypocalcémie, non. À cause de la dyspnée, la respiration, non. Aucune idée, d'accord. Diminution de la pénétration du glucose au niveau cellulaire, non, ça passe sans problème. Aucune idée. Métabolisme de triglycérides pour compenser. Une hypoglycémie, non, c'est pas ça. En raison de l'insulinopénie, l'insulinopénie, elle n'agit pas au niveau cérébral. Augmentation de la lipolyse, non. D'accord, pas de Docteur, vous êtes en train de lire les mauvaises réponses, de descendre. Pas réponse à la Pardon? question. Vous étiez en train de lire des réponses à la question. D'accord. D'accord, ok, Vous d'accord. Non, mais je pense que c'est des. Je suis en train de voir le timing des questions. Donc, normalement, je suis dans. Donc, le glucose ne fonctionne pas au cytose. Le CO2 cause une vasoconstriction. Chuya, voilà, partiellement. Déshydratation, oui, très bien. Déséquilibre de sodium, non. Le glucose ne fonctionne pas au cytose, non, c'est pas vrai. Hormones de contre-régulation augmentent, non. Hypoglycémie par correction, non. Je parle de l'agitation avant la correction. Déshydratation, donc vasoconstriction et alors diminution de la perfusion, excellent. À cause de l'épuisement du système nerveux central, non. Donc hypocalémie, non. Voilà, très bien. Donc c'est déjà pas mal. Donc déshydratation intracellulaire. Oui, c'est ça. Donc, voilà, il y a, c'est-à-dire quand l'enfant est trop déshydraté, pour avoir métabolisme énergétique correct au niveau cérébral, il faut avoir perfusion de glucose, mais ce glucose, ça ne peut pas se transformer en ATP si on n'a pas d'oxygène. Et pour avoir de l'oxygène, donc on doit avoir une perfusion correcte cérébrale. Donc, si l'enfant est très déshydraté, donc on n'aura pas passage correct de l'oxygène au niveau cérébral. Et donc, même si on a suffisamment de glucose en intracellulaire, donc il ne sera pas métabolisé et donc on n'aura pas l'énergie nécessaire. Et donc, on aura une souffrance cérébrale et donc l'agitation. Voilà.
Voilà, je voulais vous faire participer pour ne pas perdre le fil des idées. Alors, voilà, donc c'est ça, si vous avez un malade qui se présente aux urgences avec ces signes, donc merci de penser à l'acidocétose. Si vous avez des troubles digestifs, nausées, vomissements, douleurs abdominales qui ressemblent à un abdomen chirurgical, qui small, si vous avez une odeur particulière, si vous avez des troubles neurologiques, donc merci de pratiquer une glycémie et une chimie si facile pour ne pas passer à côté d'une acidocétose. Et pour confirmer le diagnostic d'acidocétose, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire une simple chimie. Si vous trouvez qu'il y a le glucose et qu'il y a l'acétone, bon, l'ionogramme urinaire, ce n'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous allez trouver beaucoup de sodium et de potassium et au niveau urinaire. Et au niveau sanguin, donc si vous voulez confirmer que c'est une acidocétose, donc vous avez déjà le glucose et l'acétone, vous avez une glycémie qui est supérieure à 2 grammes, déjà donc vous avez le glucose, 4 signes, donc il vous reste l'acidose pour le confirmer. Il y a des signes cliniques, mais on peut le confirmer par la gazométrie, et là vous allez trouver un pH veineux qui est inférieur à 7,30 et une bicarbonatémie inférieure à 15 mEq par litre, et pour le PCO2, on la trouve basse. Voilà, donc ça c'est pour confirmer le diagnostic d'acidocétose diabétique. Maintenant, pour voir le retentissement de cette acidocétose, surtout sur les électrolytes, on doit faire l'ionogramme urinaire qui est un examen obligatoire devant n'importe quelle acidocétose. Donc, il faut le faire, mais il ne faut pas le croire. D'accord? Donc, on dose la natrémie. Donc, mais il ne faut pas le croire, il faut toujours doser la natrémie corrigée, c'est-à-dire la natrémie plus la glycémie. Donc, moins 100, le tout fois 1,6 divisé par 100. Donc là, pour voir la vraie natrémie, parce que je vous ai dit que la natrémie, elle peut être faussée par l'hyperglycémie et par la déshydratation. Donc la calémie également, mais il ne faut pas la croire. Donc il y a toujours une fausse calémie. Donc il faut toujours faire l'ECG en parallèle pour rechercher les signes cliniques, les signes électriques de l'hypocalémie. Il faut savoir que toute diminution de pH de 0,1 provoque une augmentation, et ça fausse la calémie de 0,6. Et il faut doser également le trou anionique. Donc, si vous le trouvez supérieur à 12, c'est-à-dire que vous êtes en acidose métabolique, et doser l'osmolarité, si vous la trouvez supérieure à 350 milliosmoles par litre, c'est-à-dire que vous êtes devant un tableau d'hyperosmolarité. Donc, acidose métabolique, hyperosmolarité, est là pour voir l'idée sur la vraie calémie et sur la natrémie. Et pour les premiers bilans, c'est pour confirmer le diagnostic d'acidocétose diabétique. Vous n'êtes pas obligé d'apprendre les formules, donc il suffit de les mettre sur votre portable ou là sur votre bloc-notes pour les utiliser à la demande, mais franchement, vous n'êtes pas obligé d'apprendre ces formules bêtement, parce que vous risquez de les oublier une semaine après l'examen. Alors, donc, en plus de ça, donc on a confirmé le diagnostic d'acidocétose et on a recherché les complications surtout électriques. Donc, pour le reste du bilan standard, on peut avoir quelques anomalies, mais c'est pas dramatique. C'est-à-dire, si on les trouve, il faut pas s'inquiéter, il faut pas dire, oh, peut-être l'enfant il présente une cytolyse, peut-être il présente une insuffisance rénale, peut-être je dois faire l'hémodialyse. Non, donc c'est des anomalies qu'on risque de les avoir chez les malades en acidocétose parce qu'il y a un déficit en insuline qui est une hormone anabolisante. En plus d'une hormone hypoglycémiante, c'est une hormone anabolisante et donc elle agit sur pas mal de métabolisme. Donc il ne faut pas s'inquiéter si vous trouvez une créatinémie élevée. Parce que à l'état normal, quand on a une insuffisance rénale fonctionnelle, on trouve beaucoup plus l'urée élevée, pas la créatinine. Mais chez les diabétiques, en plus de l'urée élevée, on trouve également la créatinine, mais on se pose la question, mais c'est une insuffisance rénale fonctionnelle, elle n'est pas organique, pourquoi la créatinine elle est aussi élevée? Donc pourquoi? Parce que dans les réactions biochimiques, il y a une fausse réaction avec l'acétone. C'est-à-dire l'automate traite l'acétone comme étant créatininémie. Il y a une réaction croisée entre la créatinine et l'acétone et du coup on trouve une fausse hypercréatinémie et elle n'est pas en rapport avec une insuffisance
rénale organique. C'est en rapport avec avec une cytonémie parce qu'il y a une réaction croisée et en plus il y a une petite insuffisance rénale fonctionnelle et le tout va rentrer dans l'ordre après la correction de l'acidocétose. On trouve également une cytolyse hépatique, TGU et TGP élevés. Donc, pourquoi? Parce qu'il y a le catabolisme hépatique, mais ce n'est pas la peine de s'inquiéter, de faire une sérologie hépatique, de demander des bilans à tort et à travers. Donc, ce n'est pas la peine. Peut-être c'est un simple signe de catabolisme. Si ça persiste après la correction de l'acidocétose, ça, c'est autre chose. On peut rechercher peut-être hépatite auto-immune ou autre cause de l'hépatite, mais au stade d'acidocétose, on corrige d'abord l'acidocétose et on la recontrôle après. Donc, l'amylasémie, surtout si on a une douleur abdominale atroce avec une amylasémie élevée, donc les gens peuvent demander un scanner en disant j'ai un tableau de pancréatite ou voilà. Donc, non, c'est pas la peine. Donc, la douleur abdominale en rapport avec l'acétone et l'amylasémie en rapport avec le catabolisme pancréatique. Réglez d'abord le problème d'acidocétose. Si ça persiste après, donc on verra. Mais généralement, ça rentre dans l'ordre après. Augmentation des triglycérides et du cholestérol. Pourquoi? Parce que je vous ai dit que l'acétone, c'est le produit de la dégradation des lipides et donc on trouve obligatoirement une triglycéridémie élevée, cholestérolémie élevée. C'est pas la peine de mettre le malade sous statine ou là, c'est pas la peine. Donc, c'est pas comme les diabétiques type 2. Donc, là, il faut vraiment corriger l'acétone et ça va rentrer dans l'ordre. Donc, à la FNS également, on trouve des hyperleucocytoses qui dépassent généralement les 20 000. Donc, et c'est pas en rapport avec l'infection. C'est vrai, l'infection, elle peut participer, mais c'est-à-dire, on n'a pas le droit de dire, comme on a hyperleucocytose, c'est une infection. Non, l'hyperleucocytose qui se voit en cas d'acidocétose diabétique, elle est en rapport avec l'hémoconcentration. Et pour savoir est-ce qu'il y a une infection ou non, on n'a pas le droit de compter sur la FNS, on demande la CRP parce que la FNS, elle est faussée par l'hémoconcentration. Le CG, on trouve des anomalies de l'onde T et du segment ST en rapport avec les troubles ioniques. Et si on demande un bilan infection obligatoirement à la recherche d'un facteur qui peut favoriser l'acidocétose. Donc, on demande CRP et en fonction des signes d'appel, radiothorax, le CBU, voire PL en fonction des signes d'appel. Voilà. Maintenant, pourquoi on a l'acidocétose? C'est quoi la cause de l'acidocétose? Donc, pour un diabète inaugural, c'est clair. Donc, il y a une insulinopénie inaugurale, on n'a pas d'insuline exogène, et donc, c'est l'acidocétose. Pour les anciens diabétiques, la cause est souvent, dans 90% des cas, c'est l'arrêt de l'injection de l'insuline. Voilà. Et pourquoi il y a l'arrêt, soit volontaire, soit involontaire, soit une erreur de l'injection, soit la conservation qui n'est pas correcte, soit l'endroit où on injecte l'insuline n'est pas bien, il est lipodystrophique et donc l'insuline ne passe pas. L'essentiel, il y a une diminution de l'insuline au niveau de l'organisme, soit volontaire, soit involontaire. Donc, mais dans la majorité des cas, c'est volontaire. Et ça se voit soit chez les mamans qui ont le syndrome de peur d'hypoglycémie, donc quand l'enfant il est un peu fatigué ou là par exemple il ne veut pas manger correctement, ils arrêtent carrément l'injection de l'insuline, soit chez les adolescents quand ils ont marre de leur diabète et quand ils veulent oublier un peu qu'ils sont diabétiques, donc ils arrêtent l'injection de l'insuline et voilà, ou là parce qu'ils ont des problèmes psychologiques, ou là parce qu'il y a un conflit entre la maman et le papa, ou là parce qu'il y a un examen difficile à passer, donc pour fuir de l'examen, ils arrêtent l'insuline pour qu'il soit hospitalisé. Dans tous les cas, c'est le résultat de désordres psychologiques dans la majorité des cas, rarement des erreurs d'injection. Voilà. Donc, la résistance à l'insuline, donc c'est une cause rare de l'insuline. Elle peut se voir, c'est-à-dire peut-être la cause de l'insulinopénie, mais dans des situations très rares, quand il y a par exemple un traumatisme, c'est-à-dire lors d'un accident de la circulation, quand il y a une infection très sévère, quand il y a une hospitalisation au service de réanimation, quand il y a une intervention, quand il y a une infection vraiment lourde ou bien un traumatisme lourd qui provoque une sécrétion d'une quantité importante des hormones de la contre-régulation et donc une résistance à l'insuline. Et donc, c'est plus facile à provoquer ces infections surtout, elles sont plus faciles à provoquer l'acidocétose chez les nourrissons. C'est les nourrissons qui sont plus sensibles à ce genre de complications d'acidocétose secondaires aux infections. Donc, les adolescents plus ou moins,
Et voilà, mais généralement, l'infection et le traumatisme doivent être vraiment sévères pour provoquer. Et dans la majorité des cas, c'est l'insulinopénie. Et dans la majorité des cas, c'est des problèmes psychologiques. Voilà. Donc, comment prendre en charge cette complication? Donc, c'est-à-dire le but de la prise en charge, c'est d'arrêter la production des corps cétoniques. Et comment on l'arrête? Par l'injection de l'insuline. On doit injecter de l'insuline pour apporter le glucose en intracellulaire, pour arrêter l'oxydation des acides gras et arrêter la production de l'insuline, la production de l'acétone, pardon. Donc, deuxièmement, on doit corriger les dégâts de l'acidocytose. On doit corriger l'acidose et la déshydratation et les complications qui sont souvent liées au traitement. Il ne faut pas apporter une quantité importante de liquide ou là, par exemple, une quantité importante de bicarbonate qui risque d'aggraver les choses. Voilà. Donc, il faut mettre le malade en condition, en position de sécurité, parce qu'il est déjà en dyspnée, il est déshydraté, il a des vomissements, donc il risque de faire des fausses routes. Donc, il faut vraiment le mettre en position de sécurité, libérer les voies aériennes supérieures, assurer une oxygénothérapie et voilà, donc mettre une sonde gastrique et on met 2 fois d'abord, l'une pour le traitement et l'autre pour le bilan. On met un sachet à urine pour collecter les urines et pour quantifier les entrées et les sorties. Et en même temps, on fait un monitoring des constantes hémodynamiques. Voilà, ça c'est obligatoire dans la prise en charge d'un enfant en acidocétose diabétique. Voilà, donc pour le traitement, donc il y a quelques messages qu'il faut vraiment retenir. Il y a des erreurs qu'il ne faut pas faire. Donc la première des choses, pour les gens qui commencent à avoir une petite somnolence, essayez de se réveiller parce que ça c'est vraiment important. Sinon, vous risquez de perdre le malade ou là de lui créer des complications bêtement. Donc, le sérum bicarbonaté, il ne faut pas l'utiliser à tort et à travers. Il faut l'utiliser vraiment si on a une acidose sévère avec un pH inférieur à 6,9. Si on a une hypercalémie ou bien une atteinte cardiaque. Sinon, dans les autres cas, il ne faut pas l'utiliser. Ça, c'est le premier message. Le deuxième message, si vous avez un enfant en collapsus, donc, il ne faut pas utiliser les macromolécules. Le plasma gel, on utilise le sérum salé. Parce que le sérum salé, il est plus facile à éliminer au niveau urinaire par rapport au plasma gel. Donc, ce sont les recommandations de l'ISPAD. Ce ne sont pas mes recommandations. Je vous transmets ce qui a été annoncé par l'ISPAD. Donc, il faut utiliser le sérum salé isotonique à 9 pour 1000. La dose, c'est 26 C par kilo en 30 minutes. À renouveler, on peut la renouveler si ça ne marche pas, si l'enfant est toujours en collapsus, mais au total, il ne faut pas dépasser 20 millilitres par kilo. Donc, si on a une hypocalémie, on peut mettre à ce stade déjà le KCL à raison de 20 mg par litre. D'accord? Jamais le plasma gel et jamais le sérum bicarbonaté à tort et à travers, sauf s'il y a des indications. Alors, donc après avoir corrigé ces problèmes, donc on passe au traitement de l'acidocétose. Donc, on doit mettre 2 abords. Donc, un abord par exemple à droite et un deuxième à gauche. Dans le premier, on corrige l'état d'hydratation et les électrolytes. Et dans le deuxième abord, donc on met l'insuline. D'accord? Donc, on est dans le premier abord. Là, on doit corriger la déshydratation. Donc, on met la réhydratation donc à raison de 10 cc par kilo et par heure. Et on rajoute le potassium si la fonction rénale est normale. Donc, on adapte le débit de sérum salé en fonction de la natrémie corrigée. Il y a tout un tableau qui explique ça. Donc, ce qui est intéressant pour vous, c'est d'apprendre les principes. Vous n'êtes pas obligé d'apprendre le tableau qui corrige le débit en fonction de la natrémie corrigée. Ça, vous pouvez le télécharger et le mettre sur votre portable. Mais il faut savoir que le débit moyen, il est de 10 cc par kilo par heure. Et on corrige ce débit en fonction de la natrémie corrigée. Donc, on surveille la glycémie chaque 15 minutes. Et après, on peut arrêter le sérum salé si on trouve
que la glycémie, elle descend au-dessous de 2 grammes et demi par litre. Ou bien 2 heures après c'est-à-dire, si la glycémie est inférieure à 2,50 grammes ou bien à 4 heures, pardon, c'est pas 2 heures, donc ou bien à 4 heures, quelle que soit la glycémie. Voilà. Donc, le sérum salé, donc 10 cc par kilo par heure, le débit adapté par la natrémie corrigée. Donc, on le garde pendant combien de temps? On le garde pendant 2 heures ou 4 heures en fonction de la glycémie. Si la glycémie descend au-dessous de 2,50 grammes, on doit l'arrêter et mettre le glycosé à sa place. Donc, si on trouve que la glycémie reste supérieure à 2,50 grammes, on maintient la perfusion jusqu'à 4 heures. Vous corrigez ça, c'est 4 heures et pas 2 heures. Donc, puis, après l'arrêt de sérum salé, on passe au sérum glycosé avec les électrolytes. Voilà, donc là, je vous ai dit tout à l'heure que la dose de sérum salé est de 26 cc par kilo. Ça, c'est pour l'état de collapsus. Après avoir corrigé le collapsus, ou là, si on n'a pas de collapsus, on fait, c'est-à-dire la deuxième phase. Donc, c'est la première phase qu'on utilise uniquement sur collapsus. La deuxième phase, elle est utilisée pour tous les malades, que ce soit après le rétablissement de l'état de collapsus ou là pour un malade qui n'a pas de collapsus. Donc, puis, après avoir fait la réhydratation par le sérum salé, on passe à autre chose, le glycosé avec les électrolytes. La quantité, elle est de 3 litres par mètre carré, c'est-à-dire qu'on calcule la surface corporelle et on calcule la dose, c'est-à-dire la quantité de liquide nécessaire en fonction de la surface corporelle et on rajoute les électrolytes. Pour les électrolytes, j'insiste sur le potassium. Donc, d'habitude, on met plus de sodium que le potassium, mais en cas d'acidocétose, on met plus de potassium que le sodium. 3 grammes de potassium et 2 grammes de sodium. Donc, ce n'est pas une faute, donc c'est tout ce qu'il faut mettre, plus de potassium que le sodium, parce qu'on a plus de perte de potassium que le sodium. Et on rajoute également le calcium et le magnésium. Voilà, donc on garde le 5%, le sérum glycosé à 5%, mais si la glycémie atteint 2 grammes, on arrête le 5% et on met le 10%. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le droit de faire baisser rapidement la glycémie, ça risque de provoquer un œdème cérébral. Donc notre objectif, c'est quoi? C'est de faire la réhydratation, de compenser les pertes en potassium et en sodium et de faire baisser progressivement, s'il vous plaît, vous mettez 3 croix devant progressivement. Donc, la glycémie, pourquoi? Parce que la baisse rapide de la glycémie est contre-indiquée et elle est très dangereuse. Voilà. Donc, ça, c'est le premier point. Donc, le deuxième point, donc, il ne faut pas mettre une quantité énorme de salé. Pourquoi? Parce qu'elle est dangereuse et elle risque de provoquer une surcharge en liquide et elle risque de provoquer un œdème cérébral. Et si vous vous rappelez de l'histoire de notre malade de Khenchla, il a reçu 56 C par kilo les 2 premières heures. C'est le schéma de la réhydratation parce que les médecins là-bas, ils l'ont considéré comme étant une déshydratation normale. Et donc, ils ont mis 56 C par kilo. Et ça, c'est-à-dire, ils ont apporté une quantité importante de liquide qui a provoqué l'œdème cérébral. Donc, attention, pas beaucoup de liquide. Et attention, donc il ne faut pas baisser rapidement la glycémie. C'est pour ça qu'on doit surveiller la glycémie chaque 15 minutes. Et dès que la glycémie devient inférieure à 2,5 durant la première phase ou inférieure à 2 durant la deuxième phase, on doit arrêter. Là, on arrête le salé, on le remplace par le glycosé. Et dans la deuxième phase, on arrête le glycosé isotonique et on le remplace par le 10%. Voilà, j'espère que vous avez bien compris. Donc, premier message, pas de bicarbonate, sauf si indication. Deuxième message, pas de plasma gel, on le remplace par le salé et on le renouvelle jusqu'au rétablissement des conditions hémodynamiques. Troisième message, pas trop de liquide, 10 cc par kilo par heure et adapté en fonction de la natrémie corrigée. Quatrième message, donner plus de potassium que le sodium. Et cinquième message, faire baisser progressivement la glycémie. Donc, il faut faire une surveillance rapprochée de la glycémie et faire la baisser progressivement, pas brutalement. Donc, si vous avez bien appris ça, donc vous êtes capable de prendre en charge correctement un enfant diabétique. Maintenant, pour l'insulinothérapie, c'est dans l'autre voie d'abord.
Donc, dans le côté contralatéral, on ne la commence pas d'emblée. On ne commence pas l'insulinothérapie à H0. À H0, on commence d'abord la réhydratation par le sérum salé. Mais là, pas d'insuline. Parce qu'on a le salé là. Si on met de l'insuline de l'autre côté, on risque de baisser rapidement la glycémie. Ce n'est pas notre objectif. Donc, on attend au moins 12 heures de temps. Puis, on commence l'insulinothérapie. Donc, elle est contre-indiquée, l'insulinothérapie, durant les 2 premières heures. Donc, après, on commence l'insulinothérapie. Donc, bien sûr, on fait la dilution de l'insuline dans le sérum salé et on commence avec un débit de 0,1 unité par kilo par heure pour les grands et 0,05 unités par kilo par heure pour les petits enfants et les nourrissons. Puis, on adapte les doses de l'insuline en fonction de la glycémie capillaire et je vous ai dit que l'objectif, c'est de faire baisser progressivement la glycémie. Donc, il ne faut jamais interrompre la perfusion de l'insuline. Voilà, donc voilà ce qu'il ne faut pas faire. Il ne faut pas trop ou trop vite réhydrater. Donc, il faut réhydrater doucement et d'une manière sage. Il ne faut pas corriger rapidement la natrémie, l'osmolarité ou la glycémie. Donc, dans les 2 premières heures, donc, la glycémie ne doit pas chuter de plus de 5 millimoles par heure. De 12 heures jusqu'à 24 heures, la glycémie doit rester aux alentours de 2 grammes. Et si la natrémie corrigée est très élevée, la chute de la natrémie ne doit pas dépasser 1 millimole par heure. Tout ça pour ne pas provoquer des changements brutaux au niveau du milieu extracellulaire au niveau cérébral et pour ne pas provoquer le passage rapide du liquide au niveau cérébral et donc l'œdème cérébral. Parce que si on baisse rapidement la glycémie, donc au niveau de la cellule cérébrale, il y a encore du glucose concentré et donc le liquide, il passe du milieu le moins concentré qui est extravasculaire vers le milieu le plus concentré qui est intracérébral et ça provoque l'œdème cérébral. Il ne faut jamais apporter trop d'eau bicarbonatée. C'est les erreurs qu'il ne faut pas faire. Il ne faut pas apporter trop d'eau bicarbonatée. Il ne faut pas oublier l'apport de potassium. Il ne faut pas l'arrêter. Même après l'arrêt de la perfusion, il faut maintenir l'apport de potassium par voie orale pendant une semaine. Il ne faut pas oublier la réexamination de l'enfant chaque heure, les 12 premières heures à la recherche des troubles neurologiques qui peuvent être en rapport avec l'œdème cérébral. Donc, il faut chaque heure réexaminer l'enfant et chercher les signes de l'œdème cérébral. Bien, donc la surveillance, elle se fait comment? Par la glycémie, donc pendant au début chaque 15 minutes, puis chaque heure pendant les 6 heures, puis chaque 2 heures pendant 24 heures. Donc voilà, et voilà les objectifs glycémiques. La glycémie doit rester supérieure à 2 grammes et la baisse de la glycémie ne doit pas dépasser 0,5 à 0,7 grammes par heure. Donc il faut réaliser l'ionogramme chaque 2 heures pendant les 4 heures. Chaque 2 heures, puis chaque 4 heures, pardon. Donc, le CG, il faut le faire à H0 et H4. Il faut surveiller la chimie des urines chaque 4 heures pour voir s'il y a une disparition en nom des corps cétoniques. Voilà. Et pourquoi on doit prendre en charge le malade? Vous voyez que pour l'acidocétose, c'est-à-dire c'est un problème de prise en charge. Donc, peut-être on peut passer à côté de diagnostic, donc il faut bien penser à l'acidocétose si vous avez tel ou tel signe, il faut le confirmer rapidement, mais le problème essentiel, c'est dans la prise en charge, donc il faut être attentif, il faut faire une surveillance très intime parce qu'il y a le risque des complications liées au traitement. Les complications de l'acidocétose sont liées beaucoup plus au traitement et pas à l'acidocétose elle-même. Quels sont ces risques? Il y a le risque d'hypocalémie. Donc si on donne de l'insuline rapidement, ou bien si on donne beaucoup de bicarbonaté, qu'est-ce que ça risque de provoquer? Je vous ai dit tout à l'heure que l'insuline et le bicarbonate sont les produits qui maintiennent le potassium en intracellulaire. Donc, obligatoirement, ils vont faire pénétrer le potassium qui existe au niveau vasculaire à l'intérieur de la cellule et ça provoque une chute rapide de la calémie et ça provoque un mélius paralytique et des fois un arrêt cardiaque. Donc, attention aux troubles de rythme lié à la baisse rapide de la calémie qui est provoquée généralement par l'introduction précoce ou de forte dose de l'insuline ou bien par l'introduction à tort de bicarbonate.
Deuxièmement, attention à l'hypoglycémie, donc qui est elle-même un facteur de risque de l'œdème cérébral. Et donc, il faut retarder l'introduction de l'insuline 2 heures après le début de la réhydratation. Il faut mettre un débit adapté à la glycémie pour avoir des objectifs en fonction de ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Et pour l'œdème cérébral, je vous ai dit que le cerveau, c'est un organe non insulinodépendant, donc le glucose, il passe en fonction de grade de concentration. Il faut savoir qu'en cas d'acidocitose, il y a des molécules qui sont synthétisées et qui maintiennent le glucose en intracellulaire pendant au moins 4 heures à 6 heures. Donc, il y a des molécules qui sont synthétisées par l'organisme en cas d'acidocitose et dont leur objectif, c'est de maintenir donc, le glucose en intracellulaire et maintenir une hyperosmolarité intracellulaire. Donc, au niveau, pourquoi? Parce qu'en extracellulaire, il y a déjà l'hyperosmolarité qui est liée à l'hyperglycémie, qui est liée à la déshydratation. Et donc, attention, il ne faut pas trop hydrater. Donc, parce que si on réhydrate trop, on va baisser brutalement l'osmolarité extracellulaire et donc l'eau va passer en intracellulaire. Donc, il ne faut pas baisser rapidement la glycémie parce que ça va provoquer la même chose. Et également, donc, il ne faut pas baisser rapidement la natrémie. Il faut surveiller l'enfant chaque heure à la recherche des troubles neurologiques. Bien, donc ça, c'est pour l'acidocétose diabétique. Est-ce que c'est clair? Complications dégénératives, et je vous ai dit que c'est rare chez les enfants, mais il faut savoir que le déséquilibre de diabète peut préparer les enfants à faire. Ils peuvent développer déjà les complications au-delà de l'âge de 11 ans. Donc, c'est pour cette raison on doit faire le dépistage chez les enfants âgés au-delà de 11 ans après 2 à 5 ans de diabète. Donc, c'est-à-dire on ne demande pas de complications avant l'âge de 11 ans. Ça, c'est clair. Au-delà de l'âge de 11 ans, donc il faut voir l'âge de diabète. Si on a plus de 2 ans de diabète, on peut demander les complications dégénératives. Est-ce qu'on demande obligatoirement après 2 ans de diabète ou bien jusqu'à 3 ans ou là 4 ans ou là 5 ans? Ça, en fonction de l'équilibre de diabète et en fonction de la présence de certains facteurs de risque. Voilà. Pour la rétinopathie, on la recherche par la pratique de fond d'œil. Et voilà, quels sont les facteurs de risque? Si on a des hyperglycémies, si on a déjà l'HTA, si on a une obésité, dyslipidémie, donc on doit la contrôler rapidement. Donc pour la néphropathie, quels sont les facteurs de risque? C'est-à-dire si on a ces facteurs de risque, on doit contrôler d'une manière c'est-à-dire rapprochée. L'hyperglycémie, l'HTA, la dyslipidémie et le tabac. La neuropathie, l'hyperglycémie, l'obésité, la durée du diabète et les antécédents de neuropathie. Et pour la macroangiopathie, si on a une hyperglycémie, l'HTA, le tabac et la dyslipidémie. C'est-à-dire ces facteurs de risque, elles déterminent la fréquence et l'âge de début de dépistage des complications dégénératives. Est-ce qu'on la demande 2 ans après, 3 ans, 4 ans, 5 ans? Est-ce qu'on doit la faire chaque année? Ça, c'est en fonction de la présence ou non des facteurs de risque. Sinon, comment on dépiste la rétinopathie? Je vous ai dit par le fond d'œil ou bien par la photographie du fond d'œil, qu'on appelle la rétinographie. Donc, la néphropathie par la microalbuminurie. Donc, on ne fait pas la microalbuminurie des 24 heures, on la fait sur une seule miction, donc sur les urines matinales, et on fait le rapport microalbuminurie sur la créatinine urinaire. Donc, la neuropathie, déjà, il y a un dépistage clinique. Donc, pour quelqu'un qui a des crampes, qui a des troubles sensitifs au niveau du membre, donc c'est déjà des signes en faveur. Et l'examen clinique, elle permet également de faire le diagnostic avec des tests cliniques. Donc, pour la macroangiopathie, donc il faut faire la prise de la tension artérielle chaque année à partir de l'âge de 11 ans. Et on doit faire un bilan lipidique, c'est-à-dire triglycérides, cholestérol, HDL chaque année. Donc, pourquoi faire ça? Parce qu'il y a des complications qui sont réversibles. Par exemple, la microalbuminurie, si on fait un dépistage précoce, donc elle peut être réversible et elle n'évolue pas vers les autres stades de la néphropathie. Également pour la rétinopathie diabétique, si on fait le diagnostic à un stade initial, on peut prendre certaines précautions pour la stabiliser. C'est pas pour
c'est-à-dire la guérir, mais au moins pour la stabiliser. Et pour la neuropathie, elle est réversible, pardon, donc on peut donner, prescrire un traitement et équilibrer le diabète et ça rentre dans l'ordre. Souvent, elle est réversible. Et pour la macroangiopathie, pour c'est-à-dire rechercher, parce qu'avant, on parlait uniquement de microangiopathie chez les diabétiques, mais actuellement, les études ont montré qu'il y a des complications macroangiopathiques et il y a des IDM, il y a des arrêts cardiaques chez les diabétiques type 1 parce que les médecins ne font pas attention aux complications macroangiopathiques et du coup, ils ont mis, c'est les recommandations de la macroangiopathie sont des recommandations très nouvelles de 2018. Avant, on ne faisait pas ça. Mais actuellement, ils recommandent de prendre la tension artérielle chaque année et de faire un bilan lipidique chaque 5 ans et de faire, si on trouve qu'il y a des facteurs de risque, donc il faut faire des explorations cardiaques et vasculaires pour voir est-ce que le diabétique n'a pas de complications macroangiopathiques qui peuvent retentir sur la fonction cardiaque. Voilà, donc ça c'est une nouveauté pour l'année 2018. Et voilà, donc